La Révolution tranquille, 50 ans d'héritage. L'émission d'aujourd'hui s'intitule « La Grande Noirceur est-elle mère de la Révolution tranquille ?» Voici Lucia Ferretti. Bonsoir. Merci d'être venu. Je suis un peu impressionnée, je dois dire. Alors évidemment, avant de commencer, je voudrais remercier messieurs Corbeau et Berthiaume d'avoir pensé à m'inviter à donner cette conférence sur une période qui est quand même assez malmenée dans notre histoire, l'époque de la Grande Noirceur. Et à mon tour, je voudrais remercier l'équipe de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, grâce à qui plusieurs trésors d'archives vont être montrés ce soir derrière moi. Et pour le choix des photos, j'ai eu l'aide d'un étudiant de l'Université du Québec à Trois-Rivières, Carl Veilleux. Pour les passer ce soir, l'aide d'une étudiante de l'Université du Québec à Trois-Rivières, Claire Portelance. Alors nous sommes ici en force ce soir. Merci à tous les deux aussi. Quand on va voir les images, c'est sûr qu'on s'aperçoit de la distance qu'il y a entre l'époque dont on va parler et aujourd'hui. Mais en même temps que je vais parler, j'aimerais qu'on réfléchisse tous ensemble mentalement aux parallèles qu'on peut faire aussi entre l'époque de la Grande Noirceur et notre époque. Est-ce que les contraintes qui enserraient le Québec à cette époque-là sont toutes disparues? Quels sont les atouts qui restent encore de cette époque-là et qu'elle nous a légués par-delà la Révolution tranquille? Quels sont ceux que la Révolution tranquille a ajoutés? Quels sont ceux qu'elle a fait disparaître? Je pense qu'il y a plusieurs parallèles à faire avec notre époque et bon, c'est ça. Je vous remercie d'y réfléchir avec moi en même temps que je vais parler. Alors, pour certains, la Grande Noirceur, c'est ça. Ou, ce qui revient au même, c'est ça. Les grands acteurs de la Révolution tranquille, ils sont en train de disparaître un par un, ont une certaine tendance à s'imaginer que le Québec moderne est né avec eux. Et pendant un bon bout de temps, ils ont réussi à faire partager leur lecture de cette époque. C'est ainsi que notre imaginaire collectif a encore beaucoup l'idée que la Révolution tranquille, c'est finalement un réveil après une longue hibernation, ou enfin l'époque des Lumières, après justement celle de la Grande Noirceur. Je ne veux rien enlever à la Révolution tranquille aujourd'hui. Les autres conférenciers vont vous en parler. Alors, la Révolution tranquille, c'est vrai, ça a été une période passionnante de notre histoire. Les autres vont vous en parler dans les prochaines conférences. Mais ce soir, c'est vers le Québec des années 45 à 60 que nous allons nous tourner. Et comme notre objectif est de cerner les origines de la Révolution tranquille, on va au fond être attentif à deux types de phénomènes de cette période. D'une part, évidemment, ces déséquilibres et d'autre part, ces forces. Les déséquilibres parce que ce sont eux qui ont rendu la Révolution tranquille nécessaire et ces forces parce que si elles n'avaient pas été là, la Révolution tranquille n'aurait pas pu avoir lieu. Alors, on va commencer par les déséquilibres. Et les déséquilibres, on en a quand même pour un bout de temps dans cette conférence à en faire le tour parce qu'ils sont nombreux, ils sont de divers ordres, ils sont d'ordre économique, ils sont d'ordre constitutionnel, ils sont d'ordre politique, culturel, social. Bon, on en a pour un bout de temps. Et le premier, c'est la marginalisation des Canadiens français dans une économie prospère. Parce que la période des années 1945 à 60, c'est réellement une période de grande croissance économique. Une croissance économique qui s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, évidemment, l'Europe a été détruite par la guerre, il faut la reconstruire. Ça stimule l'économie en Amérique du Nord. Il y a aussi l'appétit des États-Unis pour nos richesses naturelles. Et la croissance économique s'explique aussi par plusieurs facteurs internes, comme la croissance démographique, l'urbanisation, la relance de la consommation.
Si on prend la croissance démographique, bien, tout le monde sait que c'est l'époque du baby boom, mais c'est aussi une époque de grande immigration. À cause de la forte fécondité de leur propre mère, il y a plusieurs femmes en âge de se marier dans les années 1945 à 60, d'autant qu'elles rentrent moins souvent qu'avant au couvent. Donc, même si les familles sont moins nombreuses qu'aux époques antérieures, la moyenne des enfants, c'est 4-5 enfants par famille à l'époque du baby-boom. Mais il y a tellement de jeunes familles que ça finit par faire, finalement, beaucoup d'enfants. Quant à l'immigration, elle provient surtout d'Italie, c'est mon père que vous voyez à l'écran, de Pologne, d'Ukraine et de Grèce. L'urbanisation accélérée, un autre facteur de la croissance. Juste pour vous donner un chiffre, la population de la grande région de Montréal, elle augmente de 25 % en 10 ans dans les années 50. Il y avait 1,5 million d'habitants dans la région montréalaise, il y en aura 2 millions. Mais en fait, c'est toutes les villes du Québec qui bénéficient d'une croissance démographique à cette époque-là. Trois-Rivières, Chicoutimi, Hull, Sherbrooke, Rimouski, tout y passe. La consommation, il ne faut pas oublier qu'en 1945, on sort d'abord de 10 ans de crise, ce qui veut dire 10 ans de misère, puis 5 ans de guerre, donc le rationnement. Alors, c'est certain qu'il y a un rattrapage à faire. Et tous ces facteurs agissent conjointement, se répercutent un sur l'autre, là, je sais pas si, pour stimuler l'économie. L'agriculture se modernise, l'exploitation des richesses naturelles s'intensifie, tous les domaines de la construction sont actifs, la production industrielle aussi, le grand secteur des services. Il n'y a pas beaucoup de chômage dans ces années-là. Il y a des courts cycles de dépression et de reprise, mais globalement, en fin de compte, si on a juste une chose à retenir, c'est que c'est clairement une époque de prospérité et de modernisation de l'économie. Ça, c'est les services. Pourtant, au milieu de toute cette prospérité, les Canadiens français sont marginalisés. C'est sûr que la croissance, ça doit en partie à l'initiative des entrepreneurs locaux. Il y a une classe d'entrepreneurs locaux à Montréal et dans toutes les régions. Mais la part des Canadiens français dans le contrôle de l'économie du Québec, elle est faible et elle s'abaisse encore au cours de la période. Le moteur de l'économie dans ces années-là, c'est vraiment les investissements étrangers. Le Québec se développe de plus en plus dans la dépendance du capital américain et canadien-anglais. Si vous regardez les images, on voit un drapeau britannique, la grande entreprise, les minières en Abitibi, le secteur des transports ferroviaires, etc. Tout ça, c'est vraiment pas canadien-français. Par ailleurs, le revenu moyen des Canadiens français est nettement inférieur à celui des autres groupes ethniques au Québec, sauf les Autochtones. Et ce n'est pas seulement parce que les Canadiens français, à cette époque-là, sont moins instruits ou ont moins de qualifications professionnelles que les autres. Non, il faut reconnaître que c'est aussi parce qu'ils subissent une assez franche discrimination. Dans les entreprises anglophones, les postes de cadres ne sont pas pour les ingénieurs, les gestionnaires, les employés canadiens-français. Souvent, dans les usines, même les postes de contremaître ne sont pas pour les ouvriers canadiens-français. D'ailleurs, les immigrants voient ça tout de suite. La langue de l'économie, c'est l'anglais, celle de l'ascension sociale aussi. Il n'y a aucun intérêt à s'intégrer à un peuple dominé et prolétarisé. Les transferts linguistiques des immigrants se font donc massivement vers l'anglais. Et tout ça, ça ne manque pas de faire apparaître clairement les Anglais, comme on les appelait dans le temps, pour la minorité dominante qu'ils sont effectivement. Donc, un premier type de déséquilibre d'ordre économique, et à ce déséquilibre s'ajoute le déséquilibre constitutionnel. Dans les principaux pays occidentaux, les milieux d'affaires influents et les milieux politiques se sont convertis à la doctrine de John Maynard Keynes, qui est un grand économiste britannique.
Et Keynes dit, dans le fond, qu'une manière d'éviter de revenir à des crises aussi effrayantes que la crise des années 30, ou en tout cas, si on n'est pas capable d'éviter les crises, au moins de les atténuer, comment faire? C'est par l'intervention de l'État. L'intervention planifiée de l'État dans l'économie pour réguler l'économie nationale. Et pour faire ça, il faut que l'État puisse utiliser à la fois les outils économiques et les outils sociaux. Ottawa va le faire. Dès 1940, avec la loi de l'assurance chômage c'est une compétence provinciale, mais elle a été cédée par Godbout et par les autres provinces. Elle a été cédée par Godbout en 1940 au moment de la guerre. Elle a été cédée irrévocablement au gouvernement fédéral. Donc, dès les années 40, le gouvernement libéral de Mackenzie King entreprend d'élargir considérablement le champ des interventions de l'État fédéral. Sauf qu'en faisant ça, il se heurte immédiatement à la Constitution de 1867, l'AANB, l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. Parce que dit la Constitution de 1867? La Constitution de 1867 dit, en gros, les principaux outils économiques sont de juridiction fédérale. Si vous pensez aux banques, à la monnaie, à une partie des transports, ça, c'est de juridiction fédérale. Par contre, les outils sociaux sont de compétences provinciales. L'éducation, la santé, le bien-être sont des compétences provinciales. Donc, finalement, il y aurait eu deux solutions, soit des négociations, soit des empiètements, et Ottawa choisit la voie de la centralisation fédérale. Il multiplie les empiètements dans les domaines de compétences provinciales et en plus, il cherche à conserver la fiscalité des provinces, que les provinces, l'impôt sur le revenu, c'est une compétence provinciale. Les provinces l'avaient cédé pour la durée de la guerre au gouvernement fédéral. Après la guerre, Ottawa cherche à conserver la fiscalité provinciale et il va réussir, sauf, on va y revenir, parce que Maurice Duplessis, lui, n'acceptera pas ça complètement. Donc, il y a une claire ingérence politique et les conséquences administratives de cette ingérence politique. Parce que, évidemment, lorsqu'un État assume de nouvelles compétences ou assume pleinement ses propres compétences, ça veut dire le développement d'une fonction publique. Et dans la fonction publique fédérale, qui s'accroît considérablement après la Deuxième Guerre mondiale, là encore, les Canadiens français sont discriminés. Ils sont discriminés au sens où ils sont assez rarement invités à participer à l'élaboration, à la définition des politiques. Et par ailleurs, ils sont aussi souvent empêchés de progresser dans leur carrière professionnelle, assez vite bloqués. L'Ontario, mais surtout le Québec, vont résister à ce changement majeur de l'ordre constitutionnel canadien. À toutes les conférences fédérales provinciales et sur d'autres tribunes, le gouvernement Duplessis s'y oppose vraiment farouchement. Le gouvernement fédéral de Louis Saint-Laurent et après lui, celui de John Diefenbaker vont changer de stratégie. Plutôt que de susciter un affrontement politique direct, ils vont se mettre à privilégier la voie administrative pour atteindre leurs fins. Comment vont-ils s'y prendre? Bien, c'est assez simple. L'idée, c'est le gouvernement fédéral met sur pied des programmes qu'il appelle des programmes nationaux. Il définit les objectifs de ces programmes-là et il offre d'en payer une partie si les provinces embarquent dans le programme et dans les objectifs nationaux. Et au nom de l'autonomie provinciale, évidemment, Duplessis va s'y opposer farouchement. Il va refuser qu'on lui impose un agenda et des priorités, en fin de compte. Il oblige les universités, on vient de voir la photo tout à l'heure, à refuser l'argent du fédéral à partir de 1951. Et à partir de 1958, Ottawa met sur pied un programme d'assurance hospitalisation
et le Québec refuse aussi d'embarquer dans le programme fédéral d'assurance hospitalisation. Donc, c'est sûr que c'est une attitude qui est strictement défensive. Tout de même, Duplessis va passer 2 fois à l'offensive. Sur le plan symbolique d'abord. En même temps qu'il y a une centralisation fédérale, le gouvernement fédéral met sur pied une politique nationale. Politique nationale, c'est l'idée d'utiliser Radio-Canada, d'utiliser l'ONF pour créer une seule identité canadienne. On n'est pas à l'époque du multiculturalisme là, de Trudeau en 1971, c'est comment être une seule nation canadienne. Et Duplessis s'y oppose. En fin de compte, soi-disant, dans le pacte de 1867, c'était entre 2 peuples fondateurs. Ce qui fait qu'en 1948, il fait adopter le fleur-de-lysée. Tout le monde sait ça, en janvier 1948. Et ça n'est pas rien, le drapeau fleur-de-lysée. Sur le plan constitutionnel aussi, Duplessis, une fois, va forcer le gouvernement fédéral à reculer, va forcer le gouvernement fédéral à lui redonner au Québec une partie des points d'impôt. Donc, il va créer l'impôt provincial sur le revenu et le rapport de force était suffisamment favorable au Québec à l'époque pour que la population soit d'accord avec ça et Ottawa a dû céder des points d'impôt. Or, comme chacun sait, des points d'impôt, c'est beaucoup mieux que des paiements de transfert parce qu'à ce moment-là, ça redonne au gouvernement du Québec ça a un peu d'oxygène pour pouvoir finalement avoir l'argent qu'il faut pour mener ses propres politiques suivant ses propres priorités. L'attitude centralisatrice d'Ottawa va avoir des conséquences. Le déséquilibre constitutionnel rend évidente la position subalterne du Québec dans la Constitution et dans la Confédération. Si bien que le premier mouvement indépendantiste de l'époque d'après-guerre naît non pas dans les années 60, mais déjà en 1957, c'est celui de Raymond Barbeau. En plus de l'économie et de la Constitution, il y a une troisième source de déséquilibre dans les années 45-60, et c'est, on pourrait dire, l'usage de l'État québécois. L'écart grandit entre ce que les Québécois, ou en tout cas une partie d'entre eux, attendent de leur État et ce que Duplessis fait de l'État du Québec. C'est sûr que l'État, sous Duplessis, c'est en partie un outil pour la nation, mais c'est aussi beaucoup un outil pour l'Union nationale. En fait, Duplessis refuse que l'État québécois s'investisse pleinement dans ses propres champs de compétences. Et pourquoi fait-il ça? Il fait ça pour 2 raisons. La première, il veut éviter l'endettement public. Parce que l'endettement public placerait le gouvernement du Québec dans la dépendance du syndicat financier canadien-anglais. En 1939, vous savez qu'il y a eu un mandat de Duplessis entre 1936 et 1939. Il a été élu une fois avant la guerre. Et donc, c'était en plein pendant la crise. Et Duplessis, à ce moment-là, a lancé une grande politique, un grand programme de travaux publics pour soulager un petit peu la misère. Et il a aussi fait voter la loi des mères nécessiteuses. Il fallait être très nécessiteuse, il fallait être très vertueuse, mais en fin de compte, c'était quand même des allocations pour aider ces femmes-là. Et tout ça, ça a coûté cher au Trésor public. Et le syndicat financier canadien-anglais est allé voir Duplessis puis a dit « Tu dépenses trop, on ne te finance plus ». Alors, pour essayer d'avoir un rapport de force un peu plus favorable pour être capable de négocier avec le syndicat financier canadien-anglais, Duplessis a déclenché des élections avant terme en 1939 et il les a perdues. Alors, quand il est revenu au pouvoir en 1944, il a dit non, on ne se placera plus dans la dépendance du syndicat financier canadien-anglais, des banques canadiennes-anglaises. Et il a cherché de nouvelles sources de revenus. Il a voulu créer l'Auto-Québec pour financer l'éducation et la santé. Et les Québécois jouaient aux loteries américaines à l'époque, mais le fédéral a dit il y a quelque chose dans le code criminel. En tout cas, le fédéral a empêché le Québec de créer l'Auto-Québec à ce moment-là. Donc, Duplessis a utilisé l'argent
provenant d'Hydro-Québec pour pouvoir chercher des sources de revenus. Et puis, il a aussi été chercher une partie de l'impôt provincial sur le revenu. Mais le déséquilibre fiscal existait déjà à l'époque, c'est-à-dire le gros des revenus à Ottawa, le gros des dépenses à Québec. Et donc, pour éviter de se placer dans une situation d'endettement et de dépendance, la solution de Duplessis, ça a été de limiter les dépenses de l'État québécois. Ça, c'est la première raison pour laquelle il n'a pas utilisé pleinement toutes les juridictions, ou en tout cas permis à l'État de se déployer pleinement. Mais il y a une autre raison aussi. C'est qu'un État, on vient de le dire, qui s'investit pleinement dans ses champs de juridiction, ça veut dire une fonction publique. Et l'administration publique, qu'est-ce que ça fait? Ça gère des programmes qui gèrent des programmes statutaires de dépenses. Et donc, Duplessis ne voulait pas que la gratitude des électeurs puisse éventuellement être détournée de lui-même et de l'Union nationale. Hein, c'est sûr qu'il y a des slogans, les libéraux donnent aux étrangers, Duplessis donne à sa province. C'est sûr qu'il avait très, très, très à cœur que le budget de l'État soit distribué par les hommes politiques, les députés de l'Union nationale, lui-même comme premier ministre, plutôt que par la fonction publique. C'est la deuxième raison pour laquelle il a empêché le développement d'une administration publique. Donc oui, il y a eu en effet des investissements très massifs de fonds publics dans l'économie et dans la société québécoise après 1945. Des investissements qui ont stimulé beaucoup l'économie des capitales régionales, Trois-Rivières évidemment au premier chef, mais les autres aussi, les villes régionales, et l'économie des villages. Mais c'était des investissements surtout dans l'asphalte, la brique, le béton, des routes, des ponts, beaucoup, des palais de justice, 4000 écoles, des hôpitaux dans toutes les régions, des sanatoriums, des centres de services sociaux, un campus tout neuf pour la naissante Université de Sherbrooke, un campus tout neuf à Sainte-Foy pour l'Université Laval. C'est quand même l'inauguration est en 1959, donc sous Duplessis. Alors donc, oui, effectivement, beaucoup de bâtiments publics. Évidemment, on ne peut pas restreindre les gouvernements Duplessis successifs à des subventions d'infrastructures. Duplessis prend certaines mesures quand même pour faire de l'État québécois un outil pour la nation. Par exemple, c'est lui qui fait voter la loi pour créer Radio-Québec, qui est devenu Télé-Québec et qui est ici ce soir. Mais comment ça se fait qu'on n'a jamais entendu parler de Radio-Québec sous Duplessis? Parce qu'il a la loi pour créer Radio-Québec. Il considère que les communications, c'est un domaine de juridiction provinciale. Il ne veut pas laisser ça au fédéral. Il fait voter une loi pour créer Radio-Québec, mais c'est une coquille vide parce qu'il n'y a pas le financement qui vient avec. Il fait évidemment, son plus grand succès, c'est l'électrification rurale, la loi pour l'électrification rurale. Il crée un ministère des Transports aussi et des Communications pour la même raison que Radio-Québec, c'est-à-dire que le transport, c'est aussi une compétence provinciale. Et il prend d'autres mesures qui montrent quand même que les gouvernements de l'Union nationale veulent, dans une certaine mesure, faire de l'État québécois un outil pour la nation. Cependant, comme on l'a dit, c'est vraiment aussi et surtout un outil pour l'Union nationale. Parce que quand il s'agit d'obtenir des budgets pour faire fonctionner tous ces hôpitaux, centres de services sociaux, écoles, etc., c'est sûr que là, c'est en bonne partie discrétionnaire. Tout le monde doit quêter. Et pour avoir un peu qui sa bourse d'études, qui son budget de fonctionnement, il ne faut pas mécontenter Duplessis. Alors, on comprend dans le fond deux choses importantes. D'abord, on comprend que Duplessis ait eu des appuis forts dans plusieurs régions du Québec. Parce que les comtés ruraux, qui étaient surreprésentés à l'Assemblée législative, surreprésentés par la carte électorale, eux ne demandaient pas tant que ça des réformes de l'État. Et le patronage sous Duplessis, c'est quand même un patronage démocratique. Taschereau donnait seulement aux gros amis du régime. Le sage donnera seulement aux gros amis du régime. Les libéraux en général donnent aux gros amis du régime.
Mais sous l'Union nationale, Duplessis donnait aux petits amis du régime. Duplessis donnait à tel contracteur pour construire tel bout de route, hein, dans tel village perdu de l'Abitibi. Puis c'était comme ça un petit peu partout, ce qui fait que jusqu'à un certain point, tout le monde avait un petit peu de patronage. Puis si vous étiez vraiment mal pris, vous pouviez toujours aller demander à votre député un petit peu d'aide, puis il aidait les familles, puis ça passait, mais c'est sûr qu'il fallait voter du bon bord, blablabla. Mais dans le fond, c'était quand même un patronage démocratique, puis il y a des gens qui attendaient seulement ça de l'État, quelques services de ce type-là. Mais on comprend une deuxième chose aussi, c'est que plusieurs n'ont plus été consentants à faire toutes les courbettes qu'il fallait toujours faire pour obtenir quand même, comme on appelait dans ce temps-là, des octrois, hein, des subventions pour faire fonctionner les institutions. C'est une manière d'administrer la chose publique qui est déjà complètement anachronique au milieu du 20e siècle. Un quatrième déséquilibre vient de l'Église. Entre 1945 et 1960, en premier, j'avais écrit « L'Église est débordée et soumise », mais finalement, c'est les sœurs sont débordées et les évêques sont soumis. La croissance démographique et l'urbanisation entraînent une hausse des besoins de la population en matière d'éducation, de santé, de services sociaux. La prospérité générale et le développement des techniques entraînent une hausse de ces exigences. Les évêques, qui tiennent au contrôle de l'Église dans tous ces domaines-là, encouragent alors massivement les congrégations religieuses, surtout féminines, à engager une grande partie de leurs ressources dans l'achat d'équipements, dans la formation professionnelle des sœurs, dans la modernisation des orphelinats, des hôpitaux, des hospices. Les sœurs enseignantes, de leur côté, tiennent à bout de bras encore d'autres œuvres, et en particulier l'éducation des filles, que le gouvernement ne finance presque pas. Les évêques encouragent aussi l'agrandissement des centres de services sociaux, des collèges classiques. Ça, c'est des institutions qui sont souvent dirigées par des prêtres diocésains. Plusieurs d'entre eux poursuivent des études supérieures et deviennent psychologues, travailleurs sociaux, par exemple, qui sont à l'époque des professions encore inédites partout dans le monde catholique. Sur cette photo-là, on voit Monseigneur Charles-Édouard Bourgeois au milieu, et puis il y a un autre abbé à droite. Puis tous les autres, vous voyez leur carton, puis leur carton, c'est psychologues, travailleurs sociaux, orienteurs, etc., etc. C'est l'époque de la professionnalisation du service social. C'est donc un effort quand même considérable que l'Église entreprend dans ces années pour être à la hauteur des besoins et des attentes de la population, des étudiants en service social, prêtres, religieuses, laïcs. Mais justement, l'Église ne suffit plus. Un peu partout, les religieuses, les religieux, les prêtres doivent se résoudre à être secondés par du personnel laïque. Personnel laïque de plus en plus nombreux. Ces nouveaux professionnels laïcs, qui ont été bien formés, souvent dans les institutions religieuses, veulent plus d'autonomie professionnelle. Ils veulent des postes de direction. Ils veulent des bons salaires. La plupart ont des familles. Mais c'est évident que s'ils travaillent dans une institution religieuse, ils n'ont pas d'autonomie professionnelle. Ils n'ont pas un bon salaire. Les sœurs, ça travaille gratis. Puis ils n'ont pas non plus de poste de direction. Alors, c'est évident que bientôt, c'est cette classe de professionnels laïcs qui ne pourra pas, par exemple, non plus devenir directeur du centre de service social parce que c'est toujours un prêtre, qui vont parler de l'emprise du clergé. L'Église n'a pas seulement besoin d'une main-d'œuvre laïque pour la seconder, elle doit aussi escompter toujours davantage l'aide financière du gouvernement. Le gouvernement Duplessis ne demande pas trop compte de la gestion de l'argent qu'il donne aux communautés pour administrer les hôpitaux et tout ça. De toute façon, il sait que cet argent-là n'est pas gaspillé. Mais les subventions sont distribuées de manière discrétionnaire, on l'a dit, hein? Alors, ça veut dire que Duplessis se plaît à dire « les évêques mangent dans ma main ». Tout le monde a déjà entendu cette phrase-là. « Les évêques mangent dans ma main ». Et voilà, les évêques. C'est pas vrai de tous les évêques.
Ce n'est pas vrai de tous les évêques, mais il y a des conséquences. Monseigneur Philippe Desranleau à Sherbrooke, Monseigneur Joseph Charbonneau, archevêque de Montréal, ils se sont opposés à Duplessis pendant la grève d'asbestos. Charbonneau, ce n'est pas la seule raison de son exil à Victoria, mais c'est certain que le fait de s'être opposé à Duplessis a contribué à le faire exiler à Victoria. Puis Monseigneur Philippe Desranleau, asbestos, c'est dans son diocèse à Sherbrooke. Ça faisait plusieurs années qu'il voulait une université à Sherbrooke parce qu'il disait les Canadiens français de ma région, ils s'en vont à Bishop, une université anglophone, dans le fond, ça nous prend absolument une université à Sherbrooke. Puis il s'est opposé à Duplessis pendant la grève d'asbestos. Alors, il est mort en 1950. Son cadavre était chaud quand Duplessis a dit « OK, il va avoir une université à Sherbrooke ». Mais lui, il ne l'a pas vu de son vivant. Alors, il y a des conséquences. Monseigneur Léger, le cardinal Léger à Montréal, qui est le prince, comme chacun sait, de l'Église montréalaise, lui, c'est le dernier héritier de la grande tradition théocratique. Alors, il ne s'abaisse pas à demander à l'État d'aider l'Église. Duplessis, il ne donne rien pour rien. Fait que tu me demandes rien, tu n'auras rien. Et en effet, Monseigneur Léger a dû se débrouiller avec son propre charisme et avec les solutions de l'ordre communautaire ancien, les quêtes, etc., pour avoir son hôpital Saint-Charles-Borromée, parce que Duplessis n'a rien donné. Donc, les autres évêques voient ça, puis ils se disent, ouais, à Amos, c'est Monseigneur Joseph Aldé Desmarais, l'évêque, qui est l'organisateur en chef de Duplessis pour tout le comté d'Abitibi-Est. Et dans mon propre diocèse de Trois-Rivières, Monseigneur Georges-Léon Pelletier, j'ai trouvé une lettre, c'est vraiment intéressant. En 1952, ça a été la seule fois où Duplessis a été vraiment menacé dans Trois-Rivières. Pas vraiment menacé, un peu menacé, parce qu'il y avait un candidat qui s'opposait à lui à l'élection. Alors, cette fois-là, Monseigneur Pelletier a écrit à toutes les sœurs, même les cloîtrées, puis il a dit « Vous avez le droit de sortir pour aller voter ». Alors, les sœurs sont allées voter. Il n'a pas dit pour qui. Et c'est sûr qu'une attitude comme celle-là irrite de plus en plus ceux qui, parmi les catholiques, surtout les libéraux, aimeraient que l'Église se compromette un peu moins avec le pouvoir politique. Enfin, il y a une dernière source de déséquilibre et c'est la contradiction entre la culture religieuse triomphaliste et communautaire de l'époque et les nouvelles aspirations culturelles. À la voir aller, on ne dirait pas que l'Église est déjà ébranlée. Ce ne sont que des cérémonies grandioses. Ça, c'est un congrès eucharistique dans le quartier Rosemont, là. Après ça, il y a l'année sainte en 1950. Il y a l'année mariale en 1954. Il y a des millions de pèlerins chaque année à Notre-Dame-du-Cap, à l'Oratoire Saint-Joseph, à Sainte-Anne-de-Beaupré. Des églises pleines à chaque dimanche dans toutes les paroisses des villes et des campagnes. Et pourtant, une partie de la jeunesse, tout à fait croyante, est en train de se détacher d'une manière de vivre la foi qui ne colle pas aux valeurs émergentes d'autonomie et d'individualisme. On le remarque à différents signes. Par exemple, un certain délaissement des pratiques non obligatoires. La pratique intensément communautaire et les exercices continuels de piété commencent à étouffer la jeune génération qui cherche une relation au Christ plus libre et plus personnelle. Elle commence à se sentir envahie par l'institution cléricale qui va s'ajuster, mais pas beaucoup. Un autre signe de désaffection, c'est la baisse déjà sensible des vocations. Dans les années 60, il va y avoir les sorties, mais dans les années 50, il y a déjà moins d'entrées, au Québec comme ailleurs en Occident. Ce phénomène s'explique par de multiples facteurs, dont le plus significatif, non, pas le plus significatif, dont un des facteurs significatifs, c'est peut-être qu'après une quinzaine d'années de guerre, puis, c'est-à-dire de crise d'abord, puis après de guerre, on entre dans une époque, on l'a dit, de prospérité et dans vraiment un grand désir d'insouciance.
l'Holocauste, c'est 51 millions de morts, la Deuxième Guerre mondiale. C'est sûr que ça a laissé à ceux qui ont survécu le goût de vivre dès maintenant, pleinement. Et ça, je pense que ça peut faire partie des facteurs qui expliquent la baisse des vocations. Mais il y a aussi toutes les nouvelles aspirations culturelles des années 45 et 60. Elvis Presley, hein, les années 45, 50, le boogie-woogie avant, et puis après ça, Elvis Presley, le rock'n'roll, l'épanouissement sensuel. C'est aussi le couple, partout dans le monde occidental. Le dominicain Marcel-Marie Desmarais a un succès international avec ses livres sur le couple Adam et Ève dans le monde d'aujourd'hui, L'amour à l'âge atomique. C'est traduit en 38 langues. Mais les années 45 à 60, c'est aussi Marilyn Monroe, le cinéma, la femme enfermée dans un rôle de séduction. Pendant que Hollywood fait de la femme un simple objet sexuel au bon plaisir des hommes, les gouvernements aux États-Unis et en Europe, appuyés par les médecins, entre autres, renforce une idéologie familialiste, sans équivalent ou presque dans l'histoire. Il n'y a pas juste un vent de libération après 1945, hein? Il n'y a pas juste un vent d'années folles, etc. Il y a aussi un vent d'enfermement des femmes. Elles ne sont pas enfermées au couvent, mais sont enfermées dans leur famille, sont enfermées dans leur maison. Et cet élan ne vient pas avant tout de l'Église. L'Église, en fait, en pâtit parce que justement, il y a une baisse des vocations. C'est dans les années 50 que les femmes se sont mariées le plus jeune de tout le 20e siècle au Québec. C'est vraiment, vraiment une glorification du couple et de la vie familiale. L'Église y participe, et on a eu un Monseigneur Tessier avec ses instituts familiaux, mais l'enfermement domestique des femmes des années 50, ce n'est pas avant tout la pression de l'Église, c'est vraiment Hollywood, les médias, les gouvernements familialistes. Il faut la repeupler, l'Europe, là, etc., etc. C'est des années où le rêve domestique est proposé en modèle, une maison en banlieue, un mari qui part au bureau avec l'auto, l'épouse idéale qui reste à la maison au milieu de ses appareils ménagers puis qui se met pimpante pour l'attendre à son retour en lui apportant ses pantoufles. Ça existe. On lit ça, là, dans ces années-là. Une belle petite famille de 4-5 enfants pour qui on a des ambitions sociales pas mal plus grandes qu'avant. Bientôt, par contre, la tyrannie domestique, qui pèse sur les femmes plus, comme je disais, qu'à aucune autre époque dans le passé, va évidemment faire éclore, hein, dans les années 60, un autre mouvement féministe. Donc, je vais résumer pour cette partie-là. Et la société québécoise, c'est clair, après 1945, c'est une société moderne dans son économie et de plus en plus dans ses valeurs et dans sa culture. Mais c'est une société qui est entravée. Les Canadiens français sont discriminés dans la grande entreprise, dans la fonction publique fédérale. La nouvelle classe de professionnels laïcs est empêchée de progresser dans les établissements qui relèvent de l'Église et elle ne peut pas se tourner vers la fonction publique provinciale parce que la fonction publique provinciale est laissée dans un état anémique volontairement par Duplessis. Les femmes subissent un enfermement domestique sans précédent. Par ailleurs, le Québec se voit assailli dans ses compétences par Ottawa sans pour autant que l'État québécois prenne le relais. Parce que le faire, comme on l'a dit, ça reviendrait à se mettre dans la dépendance du capital financier canadien-anglais et, plus mesquinement, à limiter peut-être la gratitude des électeurs vis-à-vis de l'Union nationale. Tout ça crée une impression de blocage et finit par provoquer l'impatience. Des voix s'élèvent de plus en plus nombreuses, en provenance d'horizons de plus en plus variés. Les élites industrielles américaines et canadiennes-anglaises, elles-mêmes, encouragent l'intervention économique et sociale de l'État québécois parce qu'elles ont besoin qui d'une main-d'œuvre en santé et bien formée, qui d'électricité à bon marché. Par le biais de ces organisations, les chambres de commerce, par exemple, la bourgeoisie d'affaires francophone fait savoir qu'elle aurait besoin de l'appui de l'État québécois pour pallier sa faiblesse. Un grand nombre d'associations volontaires et d'organisations professionnelles et de syndicats réclament, elles aussi,
Elle représente en particulier la nouvelle classe moyenne laïque engagée dans les institutions gérées par les communautés religieuses. C'est elle qui veut, avec de plus en plus d'insistance, l'étatisation de l'éducation, de la santé et des services sociaux. Les syndicats ouvriers catholiques de leur côté, et en particulier la CTCC, la Confédération des travailleurs catholiques du Canada, lors des grèves d'asbestos, 49, Louisville, 52, Murdochville, 57, ces syndicats catholiques-là constituent un des principaux fers de lance lors de la contestation du régime Duplessis. Duplessis envoie sa police, les grévistes sont durement réprimés. Une partie des milieux artistiques et intellectuels n'est pas en reste. En 1948, on l'a évoqué la dernière fois, sort le Refus global. C'est un manifeste surréaliste dans lequel Paul-Émile Bordua et ses compagnons dénoncent aussi leur société. Ils la jugent petite, mesquine, oppressée par le cléricalisme et par l'autoritarisme, sans dire un mot toutefois des puissantes contraintes exogènes qui pèsent aussi sur le Québec. À la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval, les élèves du dominicain Georges-Henri Lévesque sont éblouis par leurs maîtres américains, Everett Hughes, Horace Minor. On l'a vu, hein, l'urbanisation, l'industrialisation, la modernisation de la culture populaire de l'époque, mais eux, ils vont étudier l'île verte. Alors, ils voient que tout le Québec, ils pensent que tout le Québec, contre toute l'évidence de la modernisation, ils pensent que c'est une folk society. Un autre exemple encore, Cité libre, la petite mais influente revue fondée par Gérard Pelletier et Pierre-Éliott Trudeau. Plusieurs de ceux qui y écrivent dépeignent le Québec comme une société bloquée et rétrograde. Contre tout nationalisme, ces intellectuels font d'ailleurs de la liberté de l'individu la valeur première et le principe fondateur de la modernité. Une fois de plus, et malheureusement, ce ne sera pas la dernière, une partie des élites de la parole se retourne contre le peuple et se met à mépriser les siens, à accuser les Canadiens français de repliement identitaire et d'obscurantisme. Duplessis tape sur eux. Il y en a un qui part pour Paris, les autres pour Ottawa. Quant aux néo-nationalistes, leur analyse rejoint en partie celle des précédents, mais elle s'en distingue aussi. André Laurendeau dans l'Action nationale, Maurice Séguin et ses collègues du département d'histoire de l'Université de Montréal, Pierre Vadeboncoeur dans Cité libre, eux aussi, ils adressent des reproches vibrants au nationalisme traditionnel et au cléricalisme. Mais ils continuent de conférer une importance primordiale aux droits collectifs de la nation canadienne-française. Ils imputent les retards de la nation canadienne-française, s'il y en a, non pas à d'hypothétiques facteurs de culture ou de mentalité, mais plutôt à la domination économique et politique qui est subie depuis la défaite de 1960. Et pour eux, le fédéralisme centralisateur de leur époque, c'est au fond le plus récent avatar de cette défaite-là. Pour les néo-nationalistes, le rattrapage socio-économique du Québec et la promotion nationale des Canadiens français passe par un État québécois fort et interventionniste. Il s'agit là d'un courant de pensée particulièrement important dans la genèse de la Révolution tranquille. Ainsi, aux sources de la Révolution tranquille, on trouve tous les déséquilibres engendrés par la formidable poussée des années 45 à 60. Les malaises et les blocages accumulés rendent la Révolution tranquille nécessaire. Mais ce n'est pas seulement l'impatience qu'il suscite qui la rend possible. Les femmes et les hommes des milieux populaires, ici on voit des fermières, des cercles de fermières qui apprennent à parler en public. Les femmes et les hommes des milieux populaires, les élites traditionnelles, les intellectuels néo-nationalistes, Duplessis lui-même et cette Église aux grands airs qu'on a vue où ces religieuses anonymes et affairées. C'est eux, c'est elles, qui lèguent en effet à la génération de la Révolution tranquille qui malheureusement n'a pas voulu le voir, les outils essentiels à son succès. Et maintenant, il est quand même temps un peu de parler des nombreuses forces qui ont rendu la Révolution tranquille possible.
Les hommes politiques de la Révolution tranquille ont hérité d'une tradition de gouvernement fortement autonomiste et d'un État libre de dettes. Quand René Lévesque voudra nationaliser l'électricité en rachetant 11 compagnies privées, le syndicat financier canadien-anglais va s'y opposer. Et il va menacer de couper les vivres à l'État québécois. Mais celui de New York, moins idéologique, ne va pas bouder un client aussi solvable. La Révolution tranquille va se faire beaucoup à coups d'emprunts, des emprunts possibles parce que le nom du Québec sera alors bon sur les marchés financiers américains. Mais la Révolution tranquille, elle a été aussi rendue possible grâce à d'autres facteurs. Les générations d'avant 1960 lèguent une population jeune. Et dans l'ensemble, cette jeunesse a beaucoup reçu. Ses parents ont voulu qu'elle soit plus instruite qu'eux. Depuis son enfance, elle a entendu ses maîtres, les curés, les bonnes sœurs, lui fixer le bien commun comme horizon d'un engagement social personnel qu'ils ont très valorisé. Cette jeunesse-là, elle a appris ça à l'OTJ, les parcs de l'œuvre des terrains de jeu. Elle a appris ça chez les scouts, chez les guides, à la JOC, la Jeunesse ouvrière catholique. Cette jeunesse, elle a reçu en outre une véritable identité collective, claire et forte. Les générations qui l'ont précédée lui ont en effet forgé une identité éveillée à l'importance de rester française. De campagne du bon parler français, en défilé de la Saint-Jean-Baptiste ou en semaine de la fierté nationale, ça fait des décennies qu'on enseigne l'histoire et qu'on apprend l'histoire à l'école et qu'on sait qu'être et rester ce que nous sommes tout en continuant d'évoluer avec son temps, ça ne se fait pas tout seul. Il y faut de la vigilance et de l'acharnement. Enfin, les générations qui précèdent celles de la Révolution tranquille ont légué à celle-ci un réseau institutionnel dense et présent dans toutes les régions, un sens du territoire à occuper, à mettre en valeur, à développer partout au Québec. Elles lui ont légué une culture de solidarité et plusieurs instruments alternatifs de développement économique, tels que les organisations coopératives, les syndicats catholiques nationaux, des institutions financières propres, évidemment le mouvement des jardins. Ici, vous avez l'Actantia, une coopérative fondée par un curé. Ici, une coopérative d'électricité. Alors, les vrais leviers de la Révolution tranquille, c'est là qu'ils sont. Ils sont enracinés dans des décennies d'existence. Pour moi, la Révolution tranquille, c'est le bref moment pendant lequel, fort d'un large consensus social, l'État québécois, son personnage principal, a été à la fois intensément réformiste et intensément nationaliste. L'État duplessiste avait porté à sa façon le nationalisme canadien-français, traditionnel, mais il était farouchement opposé à tout type de réforme de style keynésien. L'État québécois, après Daniel Johnson, a continué à endosser la réforme de l'État. On est à l'apogée de l'État-providence après Daniel Johnson. Mais par contre, les gouvernements de Jean-Jacques Bertrand et celui de Robert Bourassa ont presque renoncé à faire de l'État un outil pour la promotion nationale des Canadiens français. Tandis que, entre 1959 et 1968, c'est-à-dire du gouvernement Lesage, du gouvernement de Paul Sauvé jusqu'à celui de Daniel Johnson avec un sommet sous Jean Lesage, l'État québécois a poursuivi en même temps un objectif de modernisation accéléré sur le modèle de l'État-providence et un objectif très clair, très net de promotion nationale des Canadiens français. Ces deux caractéristiques, elles puisent largement dans les contraintes et les atouts de la période 1945 à 60. Ça, c'est les slogans de la période. Les autres vous en parleront. Aujourd'hui, devant les contraintes qui enserrent le Québec et les Québécois, qu'est-ce qu'on attend pour utiliser tous nos atouts? Merci.
Alors, Lucia a accepté, bien sûr, de répondre à vos questions. Il y a 2 micros. Je vous invite à vous identifier. Bonjour, mon nom est Raymond Panton. Vous avez parlé tantôt des programmes qui ont été refusés par Duplessis et que le gouvernement fédéral a mis en place des programmes administratifs. Si j'ai bien compris, le fédéral lançait des programmes avec nos impôts et le Québec n'en bénéficiait pas parce qu'il ne voulait pas entrer dans les 10 programmes. Est-ce qu'on a calculé combien on a perdu juste par le fait qu'on a payé notre part au fédéral et que le provincial refusait de faire sa part, donc on ne bénéficiait pas de l'assurance hospitalisation, etc., etc. Oui, on l'a calculé parce que justement, c'est une année un peu difficile pour moi parce que maintenant c'est le 50e de la Révolution tranquille, mais juste avant c'était le 50e de la mort de Duplessis, puis comme je viens de Trois-Rivières, on a fait un colloque sur Duplessis à Trois-Rivières à l'automne. Et puis, il y a quelqu'un qui a posé cette question-là, puis on avait un spécialiste dans la salle. Et en fin de compte, le programme d'assurance hospitalisation, c'est 1958, OK? Puis le programme, finalement, le Québec est rentré dans ce programme-là en 61. Et puis, la même chose pour les universités. Les sommes ont pratiquement toutes été récupérées par des ententes administratives au moment où le Québec est rentré dans ces programmes-là. Ah, donc sur le coup, on a perdu l'argent. Sur le coup, on a perdu l'argent, mais cet argent-là a été reversé au Québec quand le Québec est entré dans les programmes. Ah, bon. Ça, c'est pas moi qui l'ai vu chuter, mais c'est un des spécialistes qui s'est intéressé à cette question-là au colloque Duplessis qui a fait la réponse à la question que quelqu'un lui avait posée. Ces programmes-là... est-ce qu'on aurait pu s'y opposer, étant donné que c'était de compétences provinciales, vous avez dit tantôt, et malgré ça, le fédéral lançait des programmes pan-canadiens, alors que c'était de juridiction provinciale. Oui. Est-ce que c'est à cause que c'était des programmes administratifs? Est-ce qu'on aurait pu s'y opposer en contestant en cours, des choses comme ça? C'est-à-dire qu'il y a quand même, sous Duplessis, il n'y a pas eu beaucoup de contestations. Ce qui se passe, c'est que la Cour suprême du Canada, elle est créée en 1949. Hein. Avant 1949, la Cour de dernier recours, c'est le Conseil privé de Londres. Tant que c'était le Conseil privé qui a comme été le tribunal de dernier recours, les décisions ont été relativement partagées. Parfois, c'est le gouvernement fédéral qui gagnait. Parfois, c'était les provinces qui gagnaient quand il y avait des contestations de nature constitutionnelle. À partir du moment où la Cour suprême a été créée en 1949, Duplessis disait la Cour suprême est comme la tour de Pise, elle penche toujours du même côté. Alors, c'est un fait que lui, par contre, c'est sûr qu'il y a eu plein de contestations en Cour suprême sur certaines questions. Sur les questions strictement constitutionnelles, il n'en a pas fait tant que ça, lui, des contestations. Mais dans les années 60, quand il y a eu des contestations, la Cour suprême penchait toujours du même côté. Mais étant donné qu'il était très autonomiste, pourquoi est-il pas allé jusqu'à Londres, au Conseil privé? À partir de 1949, le tribunal de dernier recours, c'est la Cour suprême. On ne peut plus y aller à Londres à partir de 1949. Mais il n'est pas allé pour l'assurance hospitalisation? Non, on pouvait plus. À Londres, on ne pouvait plus y aller. Mais il n'est pas allé en Cour suprême non plus. Il n'est pas allé pour ça non plus. Il contestait, mais il n'allait pas en cour. C'est ça. C'est bizarre pareil. Bon. Encore une fois, en votre nom à tous, je remercie Lucia Ferretti. Lors de la prochaine émission, vous entendrez Gilles Paquet, professeur, qui parlera des grands chantiers de la Révolution tranquille en éducation, en culture et en santé.